Le cottage sur la colline était, contre toute attente, encore plus petit que ce que laissait croire l'annonce en ligne. Et pourtant, cela ne faisait qu'accentuer son charme. Les rayons du soleil traversaient généreusement les fenêtres de guingois, dessinant des éclats dorés sur les ferrures en laiton ternis par le temps, glissant sur le bois ancien usé mais splendide qui soulignait les cadres des portes. À l'extérieur, le jardin ressemblait à un coin volé au rêve d'un peintre impressionniste, un enchevêtrement de fleurs sauvages butinées par les abeilles, de rosiers grimpants, de lierres insinués dans les fissures du vieux sentier de pierre. C'était un fouillis vivant, indompté, mais merveilleusement poétique. Et puis le prix, si dérisoire que cela en devenait presque suspect. Mais Mara, elle, rayonnait. « Je l'adore !» s'exclama-t-elle, les bras écartés comme si elle étreignait déjà le lieu. « Regarde cette vue !» On dirait un tableau. Et puis imagine les photos pour ma boutique. Elle avait raison. Devant nous s'étendaient des champs en ondulation douce couverts d'un vert velouté, un mince ruban d'eau scintillant comme du fil d'argent au soleil. La ville, en contrebas, se réduisait à une tache de toit serré au fond d'un vallon, cerné d'arbres paisibles. J'avais parlé de ce déménagement comme d'un retour à l'essentiel, un reset romantique, une sorte de détox numérique. Elle avait tout gobé avec son enthousiasme habituel. Ce qu'elle ignorait, c'est que je nageais dans les dettes, au point de ne plus voir la lumière du jour. Carte maxée, prêts impayés, créanciers peu scrupuleux, j'avais tout misé sur une dernière carte, notre maison, et j'avais perdu. Ce cottage, c'était un camouflage à bon prix, une illusion de renouveau. Je n'avais aucune idée du temps qu'on pourrait se le permettre. La supérette du village, tassée contre la route comme si elle y avait poussé naturellement, sentait le bois ancien et quelque chose de plus piquant, peut-être du vinaigre ou des oignons en saumure. Mara, toujours prompte à se lier, discutait déjà avec un homme d'une cinquantaine d'années, le visage tanné par les ans, les mains larges et épaisses, trop grandes pour la petite caisse qu'il effleurait du bout de l'index. Lorsqu'il leva les yeux, ce fut lentement, comme à contre-cœur, avec une lassitude que je mis sur le compte de l'âge. Il observa Mara, puis moi, et enfin hocha le menton en direction de notre nouveau chez nous. « Les épouses de la rivière n'aiment pas être regardées », dit-il d'une voix calme, presque récitative. Encore moins par les jeunes femmes. Mara leva un sourcil, suspendu dans son geste de replier une carte de randonnée. « Les quoi ?» « Celles du bord de l'eau. Vous les reconnaîtrez si vous les voyez, mais ne laissez pas ça arriver, et si vous devez passer près de la rivière, ne portez rien qui attire les ennuis. Couvrez-vous. » Avant qu'on ait le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, une autre voix s'éleva depuis une allée voisine du magasin. « Il a raison. Ne leur parlez pas. Faites comme si elle n'était pas là. » Mara tourna lentement la tête, comme si elle tentait de déterminer si tout cela relevait d'un canular ou d'une performance absurde. Son sourire poli ne laissait rien transparaître, mais ses doigts crispés sur la carte trahissaient un certain malaise. À l'autre bout du comptoir, une femme d'une soixantaine d'années leva les yeux d'une balance rouillée, son visage plissé d'un air dur. En ville, peut-être que les filles s'habillent comme ça, mais ici, la rivière n'est pas un endroit pour les cœurs mous. Elle glissa une poignée de pommes dans un sac en papier qu'elle replia lentement. Il y a des choses ici qui n'attendent qu'une occasion de profiter de ce que vous donnez sans réfléchir. Mara répondit d'un sourire courtois, mais je vis sa mâchoire se tendre. Elle n'était pas du genre à se disputer avec des inconnus, mais ses yeux m'envoyaient un message clair. « Fais-moi sortir d'ici avant que je dise quelque chose que je regrette. »« On y va, dis-je, déjà en mouvement. On doit encore passer à la quincaillerie. Merci pour vos conseils. » Une fois dehors, le soleil nous frappa de plein fouet. Mara resta silencieuse pendant d'exactement 3 secondes. « Sérieusement, me couvrir parce que j'ai les bras nus ? Il fait 21 degrés et je porte une robe d'été, pas une nuisette. » Elle marchait vite. Je peinais à suivre. Je comprends que ce soit un petit village, mais ne pas offrir des morceaux de soie, ne pas attirer l'attention, tu as remarqué qu'ils ne t'ont rien dit à toi ? Je hochai la tête. Oui, j'ai remarqué, et c'est complètement idiot. Je lançai un regard en arrière vers la boutique, puis devant nous, les pavés usés et les touffes d'herbe entre les pierres. Ces gens se connaissent tous depuis des générations, mariage, enterrement, même pint au même pub depuis les années 70. Pour eux, on est des étrangers. Peu importe ce qu'on dit, c'est juste nous débarquant chez eux. Ça ne rend pas leur parole acceptable. Je lui donnai un coup de coude amical. Tu pourrais leur apporter quelques savons, un peu de douceur en échange de leur pique, et tu verras, ça changera. Elle eut un bref sourire, juste assez pour que je considère ça comme une victoire. Quelques jours plus tard, Mara semblait déjà enracinée dans ce paysage, comme si elle y avait toujours vécu. Bottes aux pieds, panier au bras, elle parcourait les haies pour cueillir des plantes qu'elle nommait avec assurance, achillée, armoise, lavande, prêle. Elle tendait ses bouquets à sécher sur des ficelles tendues dans la cuisine, chaque jour une nouvelle fragrance flottant dans l'air, douce, épicée, médicinale.
Elle chantonnait aussi de petits airs sans paroles qui voyageaient de pièce en pièce, effleurant les murs comme une caresse. Parfois, je trouvais des billets pliés sous ma tasse à café, des croquis de fleurs, des cœurs griffonnés, des gestes d'amour qui me réchauffaient, jusqu'à ce que la réalité revienne me heurter. Car malgré son sourire et ses mains pleines de lumière, je savais que tout cela reposait sur un mensonge. Je m'étais levé un matin avec une décision, partir courir. J'avais besoin de solitude, d'un espace mental pour réfléchir, et le rythme de mes foulées me donnait l'illusion de contrôle. Presque tous les matins, je m'éclipsais avant que Mara ne se réveille, les lacets serrés et l'esprit déjà parti ailleurs. Un jour, je choisis un sentier que je ne connaissais pas encore. Il plongeait vers une petite forêt de mélèzes, suivant la courbe du cours d'eau. La température chuta d'un cran à mesure que je descendais. L'air devenait plus humide, plus lourd, et la brume s'épaississait à mesure que je me rapprochais de la rivière. Et c'est là que je les vis, des silhouettes à demi englouties par le brouillard, immobiles, debout dans l'eau jusqu'aux genoux, des femmes, leur dos tourné, pieds nus, robes trempées qui collaient à leurs jambes. Aucune ne parlait, elles lavaient, lentement, régulièrement, leurs mains passaient des tissus tachés sur de vieux planches à laver, l'eau ruisselait rougeâtre. Je ne sais pas si c'était la lumière du matin ou la brume, mais il y avait dans leurs gestes une lenteur ritualisée, hypnotique. Puis mon pied glissa, je chutai violemment, mon genou heurtant le sol avec un craquement sec. La douleur me coupa le souffle. En rentrant au cottage, je boitais, la jambe tachetée de sang. Mara, occupée à suspendre un nouveau bouquet à la fenêtre, se retourna et fronça les sourcils. « Bon sang, qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Le sentier de la rivière. » J'ai glissé. Elle s'agenouilla, examina la tache rouge sur mon pantalon. « Ça tombe bien, j'ai fabriqué une nouvelle barre hier, parfaite contre le sang. » Elle déballa un savon gris pâle, soigneusement taillé, plus nombreux que d'habitude. Je haussai un sourcil. « T'as prévu une vente massive dont j'ignore tout ?» Elle ignora la remarque, concentrée sur sa casserole pour éviter qu'elle ne brûle. Eau froide d'abord, toujours, sinon la chaleur fixe les taches. Ensuite, tu frottes, tu laisses agir. Elle ne proposa pas de le faire à ma place, ce qui, venant d'elle, était inhabituel. C'était le chemin près du virage, là où le brouillard roule au sol. Je hochai la tête. Elle ne leva pas les yeux. C'est là que pousse la meilleure à chier, avant que la rivière ne revienne vers l'intérieur. Il y en a encore de bonne qualité malgré les graines. Puis elle ajouta, presque distraitement, « Oui, je les ai vues aussi, les femmes. Mais t'inquiète, je ne les ai pas dérangées. Même si franchement, laisser les plus vieilles du village laver du linge en hiver comme en 1820, franchement, j'aurais voulu lui dire ce que j'avais vu. Le rouge dans l'eau, l'étrangeté glacée de leur silence. Mais je me tue. » Quelques jours plus tard, le brouillard était encore plus dense. Je décidai pourtant d'y retourner, toujours hanté par leur présence. Elles étaient là, comme si elles ne quittaient jamais le cours d'eau, mais cette fois, l'une d'elles se tourna vers moi. Elle ne me montra pas son visage, juste le bord de sa mâchoire, et dit « Pourriez-vous essorer ceci ?» Mes pauvres mains n'y arrivent plus. Elle tendit un linge détrempé, rouge sombre. J'ai de l'arthrite, voyez-vous, juste un petit effort. Je restai figé. Mes doigts frémirent malgré moi, la brume me serrait la nuque, je fis un pas, et là je vis ses mains, blanches, gonflées, étrangement lisses. Le tissu près des poignets était effiloché, déchiré comme s'il avait été gratté. Le linge qu'elle tendait n'était pas sale, il était trop rouge, trop lourd, trop épais. « Allez, jeune homme, vous êtes fort, mes pauvres bras. » Et puis, juste un petit effort, sa voix perdit toute douceur. « Pff, vous, les jeunes égoïstes, un sifflement venimeux, je fis demi-tour. Vite, mon cœur tambourinait, la peur me talonnait. J'avais compris, enfin, ce n'étaient pas des vieilles dames. Je restais alité pendant 2 jours, mon genou me lançait toujours, et une fièvre étrange s'était installée, me laissant vider. Malgré le thé amer de Mara, les bouillons infusés aux plantes et les couvertures chaudes, rien ne semblait faire effet. Le matin du 3e jour, je me réveillais en sursaut. Les rideaux laissaient filtrer un filet de lumière douce, mais la place de Mara à mes côtés était vide, froide. Elle ne s'était pas levée depuis longtemps. Je l'appelais. Rien. Je fis lentement le tour de la maison, pieds nus sur le carrelage glacé. Tout semblait en ordre, mais ses bottes avaient disparu, et les savons gris, les barres qu'elle m'avait confiées après ma chute, tous disparus du haut de l'étagère. À leur place, un seul carré de lin froissé, taché. Je sus où elle était allée. J'attrapai une paire de chaussures au hasard et sortis en hâte. L'air était tranchant, le brouillard plus épais que jamais. J'étais encore malade, tremblant, mais je courais. La rivière m'appelait. Les pas de Mara étaient encore frais dans la boue. Je les suivis jusqu'à l'endroit fatidique, et là je la vis. Debout sur la berge, les bras tendus, elle offrait quelque chose à elle. Le savon. La femme la plus proche leva les yeux, et cette fois je vis son visage.
Il était gonflé par l'eau, comme un fruit trop mûr oublié sous la pluie. Les joues molles, les lèvres boursouflées, la peau couleur de moisissure, et pourtant, elle souriait. Mon estomac se noua. Je n'eus pas le temps d'appeler Mara que mon corps me trahit. La nausée monta brutale. Je me pencha et vomis dans la boue, secoué de spasmes. Le goût acide me brûlait la gorge. Mara se tourna vers moi, inquiète, mais ce fut trop tard. Elles surgirent, leurs corps jaillirent de l'eau comme des fouets trempés. L'une frappa Mara à la poitrine, la faisant vaciller. Le savon tomba de ses mains. D'autres l'encerclèrent, agrippant ses bras, sa taille, ses jambes. Leurs mains étaient froides, visqueuses, noueuses comme du bois noyé. L'une d'elles plaqua une planche de lavage sur son dos, une autre sur sa nuque. Elle frottait, ses vêtements se déchirèrent, les coutures cédèrent, la peau suivit. Des lambeaux rosés tombaient dans la mousse blanche. Un râle muet s'échappa de ses lèvres ouvertes. Elle ne criait pas. Peut-être ne pouvait-elle plus. L'une mordit son épaule. Un bruit spongieux résonna. Je hurlai enfin, ma voix se brisant dans le brouillard. Je courus. Trop tard. Son bras tendu vers moi s'affaissa, puis sa tête disparut. Ses cheveux, déployés comme de l'encre dans l'eau, furent la dernière chose que je vis. Je fuis, boue aux chevilles, souffle haché, visage trempé de sueur et de larmes. Une chaussure disparut dans la boue. Je ne m'arrêtai pas. Quand j'atteignis enfin la place du village, je m'effondrai devant la boutique. Hilda, la vieille vendeuse, sortit sans broncher. « Tu es allé là-bas. » « balbutiai-je, il faut appeler la police. » Elle secoua la tête. « Et leur dire quoi? Qu'on a des vieilles mortes qui lavent le péché dans la rivière? » Un homme sortit du bureau de poste. « On t'avait prévenu. Soit tu retournes là-bas, soit tu fais comme nous. » Je voulais les frapper, hurler, pleurer, mais j'étais vidé. Le lendemain, la police vint. Un simulacre. Des bottes propres au bord de la berge, des questions notées sans conviction. Une main dans les roseaux, un regard vide. Rien trouvé, ils n'y croyaient pas. Mais moi je savais. Je ne partis pas, je ne pouvais pas. Chaque pièce du cottage me parlait d'elle. Sa tasse, son odeur, ses savons, ses carnets, tout. Alors je restais. Je repris la boutique, je renommais sa formule « mélange de Mara ». Et ça marchait, les gens achetaient, même ceux qui autrefois nous avaient ignorés. Mais un jour je me rendis compte, je n'avais plus de yarrow, son ingrédient secret. Je dus me rendre à l'évidence. Pour continuer à faire vivre Mara, je devais retourner là-bas. La colère est une flamme lente. Elle ne brûle pas tout de suite, elle fermente, se glisse dans les silences, s'enroule autour des souvenirs. Elle se nourrit de chaque matin où j'ouvrais les yeux en oubliant que Mara n'était plus là. Elle grandissait dans chaque tasse vide, chaque étiquette écrite de sa main, chaque morceau d'elle que le cottage refusait de laisser mourir. Et un soir, cette colère a parlé. J'ai poussé la porte du pub, là où les anciens marmonnaient leurs ragots entre deux gorgées de stout. Il faisait chaud, presque suffocant, et la lumière dorée de l'âtre masquait les ombres sur les murs. Georges, celui qui m'avait donné une radio au début, sirote son verre près du feu. Je m'assieds sans un mot. « Tu veux un verre ?» demande-t-il sans lever les yeux. « T'as encore ce vieux fusil ?» Silence. Il tourne enfin la tête, me scrute, puis repose lentement sa pinte. « Tu viens plus dire bonsoir maintenant ?» Direct aux menaces. « Pas pour des renards, pas cette fois. » Tu veux faire quoi? Tirer dans la brume? Je veux juste pouvoir l'enterrer. Il se tait longuement, puis hoche la tête. Un jour, un seul. Et attention, il tire à gauche et cogne comme un mulet. Le lendemain, je suis parti avant l'aube. Le fusil glissé dans une toile huilée, le cœur gonflé d'un mélange de rage et de chagrin. Chaque pas me rapprochait de cette rivière que je haïssais. Le sentier était détrempé, la terre aspirant mes bottes comme si elle voulait me retenir. Le brouillard, plus dense que jamais, avalait les arbres en silence. Je n'entendais rien, pas même les oiseaux. Puis elle apparut, debout dans l'eau, immobile, dos tourné, sa robe plaquée contre ses jambes, sa tête couverte d'un fichu serré, exactement comme les autres. Mes doigts tremblaient, je levais l'arme, je vis les contours de son dos, devinais ses bras, je plaçais la crosse contre mon épaule, fixais la silhouette dans la mire, et soudain une voix. « Tu m'as apporté ces biscuits enfin ?» Ma gorge se ferma, mes bras fléchirent. C'était sa voix. « Mara, pas comme un son, comme une mémoire vivante. Tu avais promis, tu te souviens? Avec du thé brûlant et un peu de miel, j'étais figé. Le monde bascula, et une seule question tambourinait dans ma tête. Et si c'était elle, pas une illusion, pas une bête, mais elle, vraiment elle. Je m'avançais d'un pas, le fusil dans une main tremblante, et alors elle tourna la tête. Pas tout à fait, juste assez pour que je voie la moitié de son visage. Et c'était elle. Mais déformée, gonflée par l'eau, les traits flous, la bouche tuméfiée, la peau d'une pâleur blafarde. Pourtant ses yeux étaient encore là, ternes, mais si tristes. « J'ai froid », murmura-t-elle, « je suis resté là, j'ai attendu.
Pourquoi tu n'es pas venu? Je tombais à genoux, le fusil tomba dans la boue. Je suis désolé, soufflai-je, incapable de faire un geste de plus. Je t'ai laissé, elle tendit la main. Je vis ses doigts bleuis, gonflés, ses ongles décollés. Mais j'avançais, parce que c'était elle. Je me penchais vers elle. La rivière frissonnait à peine, silencieuse et lisse comme un miroir. Sa main restait tendue, figée dans l'eau jusqu'au poignet. Son regard me perçait de 1000 regrets, comme si elle me demandait, sans un mot, « Pourquoi m'as-tu laissé ?» J'approchai ma main de la sienne. Un frisson me traversa l'échine. L'eau semblait glaciale. Mais ce n'était pas la température, c'était autre chose. Un froid vivant qui pulsait dans le courant comme une mémoire. « Je veux rentrer », murmura-t-elle. « Tu peux m'aider ?» Ces mots me broyèrent le cœur. Parce que je voulais dire oui, je voulais plonger, la ramener, la porter dans mes bras jusque dans notre lit tiède, jusqu'à notre table en bois, jusqu'à sa place sur le rebord de fenêtre où elle faisait sécher la lavande. Mais je savais que ce n'était plus possible. Je me redressai lentement. « Je ne peux pas », dis-je, la gorge déchirée. « Tu es parti, Mara, tu es parti. » Sa tête s'inclina, un soupir s'échappa de ses lèvres. Pas de rage, pas de haine, juste une tristesse immense, infinie. Alors elle recula. Son corps s'enfonça lentement, sans bruit, comme aspiré. Seule sa main resta visible quelques secondes de plus. Puis plus rien, rien qu'un léger remous. Puis le silence. Les jours suivants, je ne sortis presque pas. Je ne retournais pas au bord de la rivière. Je n'avais pas besoin d'y retourner. Je l'avais vue, je lui avais parlé. Et quelque part dans les profondeurs troubles de ce monde que je ne comprendrai jamais, elle m'avait pardonné. Je repris le travail. Lentement, j'étiquetais les savons, nettoyais les outils, relus ses carnets. Je trouvais un petit flacon de yarrow séché, oublié dans un tiroir, suffisant pour une dernière fournée. Je la fisse, en silence. Une formule qu'elle avait presque terminée, griffonnée sur une feuille tachée d'huile. Le mélange de Mara, ce fut le meilleur lot que j'ai jamais produit. Je le déposai au marché, sur une table nue, avec une simple ardoise. Pour elle, pour celle qu'on oublie trop vite. Les habitants commencèrent à me parler davantage. Des regards francs, des gestes simples. Pas de compassion théâtrale. Juste une forme de respect brut, comme on adresse à quelqu'un qui a traversé la mer à la nage et revient, trempé mais debout. Hilda me donna des pommes sans un mot. Georges me glissa un sac de clous et dit « Tu devrais renforcer cette clôture, juste au cas où. » Et un jour, sans prévenir, une gamine du village déposa une brassée d'achillée sur mon pas de porte, attachée avec une ficelle, comme Mara le faisait. Je n'ai plus revu les femmes de la rivière. Mais parfois, très tôt le matin, quand la brume s'accroche aux collines et que le monde se tait, j'ai l'impression d'entendre une voix lointaine, douce, portée par le courant, un chant, un souffle, ou juste un murmure « Tu n'as pas oublié ?» Et je réponds en silence « Jamais ».